Merci beaucoup à Geneviève Garrigos d'avoir organisé cette conférence de presse dans les locaux d'Amnesty. Milagros Sala, je pense qu'on la connaît tous un peu. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle est coupable d'être une femme, elle est coupable d'être une indigène, une autochtone, d'appartenir au peuple premier, comme on dit. Mais elle est surtout coupable, à mon sens, d'avoir voulu donner aux humiliés habituels de la province de Jujuy, de leur rendre par le travail leur dignité perdue. Alors, quand on parle de Milagros Sala, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans une des provinces les plus féodales de l'Argentine, les plus pauvres, et dans laquelle il n'existe pas de contre-pouvoir au pouvoir du gouverneur qui a été récemment élu en décembre 2015, Gerardo Morales. Les fonds qui ont permis à Milagros Sala de construire tout ce qu'elle a construit à Jujuy et ont été donnés pendant un temps par le gouvernement de Néstor Kirchner. Et il faut savoir que ces fonds sont entre les mains exclusivement du gouverneur. Donc la première chose que va faire la Tupac Amaru et d'autres associations, ça va être de continuer le dialogue avec Morales pour continuer à recevoir des fonds. Et Morales va absolument couper toute possibilité de dialogue. Et c'est là où, effectivement, Geneviève en a parlé, il va y avoir une occupation de l'espace public, entre autres la place centrale de la ville de Jujuy, pour protester contre cette absence de dialogue et donc de suivi des travaux qui avaient été faits jusqu'à présent. Le deuxième point à bien garder en mémoire, c'est que sur la province de Jujuy, on a une presse qui est à 99,9% aux ordres. Donc qui va à chaque fois relayer les péripéties qui se déroulent depuis 2 ans, judiciaires et autres, de façon extrêmement biaisée. Et cette occupation de la place de Jujuy va donner lieu à une première inculpation qui repose sur trouble à l'ordre public, occupation de l'espace public, etc. Et première décision qui va être annulée par le tribunal de la justice provinciale de Jujuy et ensuite confirmée par la cour d'appel du tribunal supérieur de justice de Jujuy. Donc cette première attaque judiciaire contre Milagro va échouer. Et c'est là où va se situer un point extrêmement important qu'a cité Geneviève, c'est la détention arbitraire. Et la détention arbitraire, c'est nous qui la qualifions d'arbitraire, le terme juridique c'est détention provisoire. La détention provisoire existe en droit argentin comme elle existe en droit français, et elle est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure en droit dérogatoire du droit commun. Le droit commun, c'est de laisser les gens inculpés pour une cause ou une autre en liberté, car on estime que la détention provisoire est une espèce de préjugement attentatoire à la présomption d'innocence. Et donc, pour être une mesure dérogatoire du droit commun, il faut qu'il y ait des conditions exceptionnelles qui la justifient. Et en l'espèce, la justification, à savoir pression sur les témoins, des témoins, on peut estimer qu'il y en a 10 000, 20 000, c'est toute la province de Jujuy. À l'ordre public, Milagro n'a pas d'armes qui peuvent servir à l'attaque d'une banque. Et un problème de fuite, Milagro ne vit que dans la province de Jujuy et ne va certainement pas s'échapper. Donc cet élément de base va vicier ultérieurement toute la procédure. Donc, première décision sur le fait que Milagro ne représente pas, comme a dit le procureur, un péril social et que c'est la justice même de la province qui va l'innocenter. Le deuxième procès qu'on intente à Milagro, qui est donc incarcéré depuis le 16 janvier 2016, nous fêtons ce 2e anniversaire, ça va être le procès dit des petites culottes. Alors le procès des petites culottes, c'est une militante qui s'était fait voler dans son appartement. Ensuite, elle va retrouver ces petites culottes en vente sur la place publique. Et avec Milagro, elles vont aller faire une dénonciation à la police. Alors peut-être de façon énergique, en femmes qui savent de quoi elles parlent, surtout quand on parle de petites culottes féminines. Et donc, les policiers vont sauter sur l'occasion et vont l'accuser de menaces à la police, d'insultes aux forces de l'ordre, etc. Ce deuxième procès, qui repose sur des faits prescrits qui ont plus de 4 à 5 ans, a été, bien évidemment, comme le reste, estimé totalement sans fondement. Et Milagro va être libéré pendant 24 heures sur ce fondement,
pendant 24 heures théoriques, elle est immédiatement de nouveau arrêtée sur le fondement d'un troisième procès qu'on a appelé celui des œufs. Alors, comme je dis toujours, ce sont les œufs qui font des omelettes, los huevos. Et donc là, elle est accusée sur des faits qui remontent également, qui sont également prescrits, qui ont 7 ans d'ancienneté. Elle va être accusée d'avoir bombardé alors le directeur à l'époque de la Cour des comptes argentine, Leandro de Puy, le gouverneur et je ne sais encore quelle autre personnalité. Il a été démontré au cours du procès qu'elle n'était pas présente sur les lieux et elle va néanmoins écoper de 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Ce sont les 3 décisions, disons, officielles, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient légales, qui reposent à l'heure actuelle sur Milagro. Je suis disons, déçue qu'il n'y ait pas un journaliste dans la salle qui me dise « Mais que se passe-t-il? Milagro a été accusé de détournement de fonds, d'extorsion, de corruption, etc. etc. » Alors effectivement, le 15 janvier 2016, donc un jour avant son incarcération, c'est une des accusations que le procureur, qui est un procureur des mineurs, pourquoi un procureur des mineurs, c'est qu'il est mêlé d'extorsion de fonds, je ne sais pas, Liliana Fernandez de Montiel, qui va effectivement l'accuser de détournement de fonds, extorsion, etc. Le procès, l'instruction plus exactement, est en cours depuis 2 ans. Pour la première fois, il y a quelques jours, les policiers sont allés fouiller dans son jardin pour voir s'il n'y avait pas des billets de banque enterrés. Ils ont aussi fouillé l'anorak de son mari. Ils ont dû trouver 10 pesos ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que sur une accusation qui remonte à 2 ans sur des faits d'extorsion qui seraient suffisamment graves pour justifier une détention provisoire, eh bien 2 ans plus tard, on n'a toujours rien trouvé. Et on n'a absolument rien trouvé depuis 2 ans, à telle enseigne que d'ailleurs le juge d'instruction a demandé une prolongation d'1 année de plus pour pouvoir continuer peut-être à trouver quelques pesos au fond d'une poubelle. Donc effectivement, à la suite de cela, Geneviève en a parlé, il y a eu la saisine du groupe de travail des Nations Unies contre les détentions arbitraires. Je vous lis sa décision parce qu'elle est exemplaire. Ils ont estimé que juges et procureurs ont été choisis par le gouverneur de la province de Jujuy et ont accompli, donc ont été choisis, des juges et des procureurs choisis par le pouvoir exécutif. Et ont accompli leurs fonctions relativement à des délits qui ne requéraient pas l'urgence ou qui auraient pu être traités postérieurement aux vacances judiciaires. Pour une question de rapidité, j'ai laissé de côté toutes les violations enregistrées, à savoir le procureur qui prend les décisions à la place du magistrat. J'ai passé le fait qu'en urgence absolue, avec des juges de permanence, puisqu'on est en plein mois de janvier, vacances judiciaires en Argentine, eh bien on a eu affaire à des juges dont ça n'était pas les fonctions, qui n'étaient pas des juges pénaux. Par exemple, vous avez Montiel qui était procureur des mineurs, et qui donc devenait infiniment plus malléable. Il y a eu donc cette fameuse décision de la Cour suprême argentine, qui a dit qu'il fallait exécuter la décision dont vous a parlé Geneviève tout à l'heure de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est-à-dire la libération immédiate de Milagro Sala. Alors Milagro a été effectivement sortie de sa détention provisoire et elle a été mise dans un lieu spécial, pas chez elle, elle n'a pas été renvoyée à son domicile et assignée à résidence, elle a été envoyée dans une espèce de néo-prison, c'est-à-dire un lieu qui juridiquement n'est pas une prison, mais elle est sous la garde de 25 policiers et je ne sais pas combien de caméras. Donc en fait, elle est dans un succès d'années, en quelque sorte, de prison. Donc, la conclusion que je donnerais à l'heure actuelle sur la situation, sur ces 2 années qui se sont écoulées, c'est que l'appareil judiciaire, en l'espèce provinciale, a été utilisé afin de donner une apparence de légalité à ce qui est fondamentalement une poursuite, une persécution politique. L'Argentine ne s'en est pas seulement prise à Milagro Sala dans ce cas, disons en ce qui concerne les détentions arbitraires. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs personnalités politiques, dont entre autres une personne que j'ai eu l'honneur de bien connaître, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Néstor Kirchner et de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, qui ont été incarcérés
à titre préventif, provisoire également, pour avoir, dans le cas de Timmermans, pour avoir élaboré un projet qui aurait permis de faciliter l'action de la justice argentine dans le cadre de l'enquête sur la AMIA. Alors, je ne reviendrai pas sur ce cadre. Ce qu'il est important de savoir, c'est que on a pris un fait politique. Les fonctions, effectivement, d'un ministre des Affaires étrangères, c'est de négocier avec des puissances étrangères. Et donc, on a pris ce fait et on l'a judiciarisé en disant que c'était une trahison à la patrie. C'est comme si vous voulez aujourd'hui, eh bien, Trump, enfin peut-être que ça arrivera dans les jours qui viennent, qui sait, Trump va demander l'arrestation d'Obama pour avoir signé le traité de levée des sanctions contre l'Iran. Donc, dans ce cadre, plusieurs personnes, dont un syndicaliste qui n'a strictement, enfin il ne doit même pas savoir mettre l'Iran sur une carte politique, Hector Timerman, lui, a été, disons, placé en arrêt, en résidence, assigné à résidence chez lui parce qu'il est extrêmement malade. Il a demandé récemment à pouvoir aller se faire soigner aux États-Unis. Les États-Unis lui ont refusé le visa. Et, geste à souligner de la justice argentine, Sergio Torres, qui a l'instruction de son dossier, a levé la mesure d'incarcération contre lui pour lui permettre de voyager aux États-Unis. Alors, vous avez d'un côté ce cadre, et puis vous avez de l'autre côté ce qui s'est passé, entre autres, de manière très symbolique, avec Miguel Osvaldo Echecolas. Alors, Miguel Osvaldo Echecolas était le directeur du renseignement de la police de Buenos Aires durant la dictature. Sous la dictature, nous savons tous que renseignement égale torture. Il a dirigé 29 camps de concentration, il a été condamné à l'heure actuelle plus de 6 fois et il a toujours un procès en cours. Et puis il a demandé à travers ses avocats, n'est-ce pas, à pouvoir être mis en prison domiciliaire, c'est-à-dire exécuter sa peine de prison chez lui. Ultérieurement, il y a aussi d'autres avocats, peut-être les mêmes, je ne sais pas, qui ont demandé à ce qu'il soit... Alors ça, c'est une mesure argentine, j'ai eu du mal à trouver en France ce que ça pouvait être, en loi française ce que ça pouvait être. Il a demandé à être libéré. Alors, libéré, c'est-à-dire que ne pèserait plus sur lui aucune demande de maintien, de restriction de sa liberté. Mais en droit français, pour qu'une telle mesure soit prise, il faut qu'il y ait antérieurement, soit on le lave de toute accusation, soit il est amnistié. Ce n'est pas le cas, Dieu merci, dans un cas comme dans l'autre. Mais, disons, cette offensive des avocats est dans un premier temps l'acceptation de l'assignation à résidence, ensuite, bon, qui a été annulée et ultérieurement la demande de libération l'a également été, et l'illustration d'une tendance en Argentine à un révisionnisme manifeste. Alors, le premier que nous connaissons, c'est celui de la loi du 2 pour 1, qui a quand même fait descendre 1,5 million d'Argentins dans la rue. Le peuple argentin est très mobilisé sur cette question. Vous avez plusieurs personnalités, par exemple, un député de la province de Buenos Aires, de la ville de Buenos Aires, Elisa Carrillo, qui a dit que tous ces pauvres vieux, eh bien, ma foi, il fallait les libérer, et que la prison n'était plus ce qui leur convenait. Je rappelle que Barbie est mort en prison, n'est-ce pas, à Lyon, qu'en matière civile, Rosemary, qui a trompé des milliers de personnes et de malades, est également décédée en prison. Donc l'âge ne doit en aucun cas être considéré, sauf s'il y a une maladie à la clé, mais l'âge ne doit pas être considéré comme un élément permettant la libération. Vous savez également qu'il y en a beaucoup qui disent que 30 000, mais non, 30 000, c'est pas 30 000, c'est 8 000, c'est 9 000. Mais de toute façon, que ce soit 8 000, soit 9 000, ce qui n'est pas le cas, de toute façon, ça reste, les crimes pour lesquels ils ont été condamnés continuent d'être des crimes contre l'humanité. Mais je pense que nous devons être extrêmement attentifs à cette tendance révisionniste qui, à l'heure actuelle, se fait jour en Argentine. Je vous remercie. Moi, je parle au nom de l'Alliance des femmes pour la démocratie, qui a été fondée par Antoinette Fouque et qui a également fondé, qui est cofondatrice du mouvement de libération des femmes en 68 et qui a créé une maison d'édition en 73 qui sont les éditions des femmes, qui sont donc une maison d'édition militante, d'où
cette convergence entre des activités politiques et des activités d'édition. Voilà, donc le livre Milagro Sala, l'étincelle d'un peuple, je pense que pas mal d'entre vous peut-être l'ont découvert depuis sa sortie, et donc a été écrit par Alicia, que je remercie vraiment du fond du cœur au nom des éditions des femmes, Antoinette Fouque. Et bien ce livre, il est né grâce à une chaîne de solidarité et d'amitié entre des femmes, une histoire d'engagement et de lutte par-delà les frontières. Il a été réalisé très vite, en 6 mois, dans une urgence politique et humaine très grande, celle de tenter de sauver Milagro Sala, en faisant connaître, au-delà des frontières de l'Argentine, la répression inouïe qu'elle subit, on vient d'en parler, et à travers elle son mouvement à la Tupac Amaru, rétablir la vérité sur son histoire face à une campagne de dénigrement très bien orchestrée par un pouvoir local qui semble n'a pas avoir de limite, acharné à tenter de la détruire. Et Alicia donc, est venue nous trouver en avril 2017, accompagnée d'une amie commune, Laura Rosa Franchi Arguelles, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous aussi, suite à l'exposition que nous avions organisée à l'Espace des Femmes en janvier 2017, avec Heroes Paris, et le soutien de la CAF aussi, sur les petits-enfants des grands-mères de la place de Mai à l'occasion des 40 ans du mouvement. Donc c'est comme ça que finalement, c'est finalement à partir de cette exposition et de toutes ces rencontres autour du mouvement des grands-mères que finalement on s'est retrouvés. Et nous avions eu, quelques mois avant cette rencontre avec Alicia, on avait eu quand même connaissance, grâce toujours à la CAF, car je vous signale quand même qu'aucun média français n'en avait pratiquement parlé jusque-là, du cas de Milagro ici en France. Et donc nous avions appris la situation préoccupante dans laquelle elle se trouvait. Et en fait, on ne connaissait pas Milagro Sala, parce que justement, il n'y avait jamais eu d'article, donc on ne savait pas du tout qui c'était, et qui parle d'ailleurs en général des peuples d'origine indienne d'Argentine. Donc nous avons à ce moment-là découvert l'action inédite de cette femme extraordinaire, généreuse, engagée pour son peuple, d'une énergie absolument hors du commun, une bâtisseuse qui s'appuyant sur des femmes, et dont l'ambition créatrice et politique, elle avait fini par gêner le pouvoir en place. Ça, on a compris. Et elle démontrait en fait qu'avec peu, on pouvait faire beaucoup. Et je rappelle quand même, parce que ça n'a pas encore été dit, qu'elle a construit 8000 logements quelques années, fait construire avec son mouvement des centres médicaux très modernes, très bien équipés, des coopératives de production autogérées permettant aux gens de travailler, ça a été dit. Des piscines, parce que les enfants n'avaient droit qu'à des flaques d'eau, et j'en passe, dans un périmètre géographique relativement limité néanmoins. Et donc elle mettait en évidence la corruption, quand même, des élus locaux, sans doute, et sortait, et surtout ça a été dit aussi, de l'invisibilité et de la misère, des centaines de gens totalement marginalisés et méprisés par la société argentine. Et comble de tout, elle avait décidé de réhabiliter les fêtes traditionnelles autochtones, enfin des peuples d'origine originaire, comme l'hommage à la terre-mère, et ça, évidemment, c'était tout aussi insupportable. Donc, on s'est joint à la mobilisation internationale qui avait commencé, vous en avez parlé également, commencé à s'organiser, grâce notamment à l'action d'Amnesty, et on a évidemment relayé cette campagne de solidarité sur nos réseaux sociaux, mais on s'est rendu compte, et en parlant avec Laura, Alicia, etc., qu'il fallait, que si on pouvait, il fallait faire plus. Et on s'est dit alors Alicia voulait partir toute sa versée cessante, elle était très révoltée par la situation dans laquelle se trouvait Milagro, elle voulait partir toute à versée cessante, enquêter elle-même en Argentine, rencontrer Milagro et écrire un livre et publier ce livre. Alors évidemment, elle n'est pas venue voir les éditions des femmes Antoinette Fouque par hasard, puisque, tel que les en a pensé Antoinette Fouque, c'est une maison ouverte et solidaire des luttes de femmes à travers le monde, une maison qui a aidé de nombreuses femmes menacées dans leur vie et à cause de leurs combats, de leurs engagements, qu'ils soient des engagements pour les femmes ou des engagements plus généraux sur la démocratie, pour la démocratie. Je rappelle quand même, notamment des femmes d'Amérique latine aussi à l'époque des dictatures. Mais bon, il y a Eva Forrest, militante antifranquiste, qui avait été emprisonnée dont 2 livres ont été publiés par les éditions des femmes, ce qui a aidé à sa libération ainsi qu'à celle de ses co-détenus. Il y a eu les dissidentes russes aussi, dont les samizdat ont été sortis clandestinement du RSS par des militants du MLF et publiés ensuite aux éditions des femmes. Jung Tiong, une vietnamienne menacée dans son pays, Tassima Nasri, notre écrivain victime d'une fatwa au Bangladesh,
Laila Zana, députée kurde qui a été emprisonnée pour s'être exprimée en kurde au Parlement turc, etc. Bon. Et beaucoup d'autres. Donc évidemment, on a dit oui tout de suite à Alicia avec enthousiasme. On est très impressionnés par sa détermination et ton courage, Alicia. Parce que malgré le marathon en perspective, pour faire sortir un livre le plus vite possible, c'est-à-dire à l'automne. Hein. Le livre est paru en novembre. Donc Alicia est partie un mois, en mai 2017, à Rourouille. Donc sac au dos et dormant dans une auberge de jeunesse pour rencontrer donc Milagro Sala dans sa prison, ce que tu as pu faire plusieurs fois, ainsi que son entourage, Marie, camarade de lutte, mais aussi quelques personnes plus critiques à son égard, et mener donc à tes risques et périls une enquête tout à fait passionnante et équilibrée qui est restituée dans ce livre. Voilà, on y est arrivé. Alors il y avait le temps de ce voyage, le temps de l'écriture, mais Alicia nous a dit c'est absolument pas un problème, là moi ça va aller très vite. Et puis le temps de le traduire, parce que Alicia écrit dans les deux langues, mais préférée, bon voilà, pour arriver à exprimer, à restituer, disons, le langage des personnes qu'elle a rencontrées là-bas, localement, enfin la langue des gens du peuple, de préférer s'exprimer en espagnol. Et puis on a Anne-Charlotte Chassé qui est traductrice et qui est membre de l'équipe éditoriale des Éditions des Femmes, qui a assuré la traduction pendant l'été en collaboration étroite avec toi. Voilà, alors évidemment on s'est dit qu'il fallait des photos, parce que même nous, je veux dire, voilà, on se disait qu'on pouvait avoir quelques doutes, comme ça, qu'une petite femme de surpoids indienne puisse réaliser un tel programme en si peu de temps, et en fait, le fait d'avoir des photos montre c'est extrêmement parlant sur l'action qu'elle a menée, sur les destructions des réalisations, parce que c'est quand même ça qui est en train de s'opérer. Et donc on a la Tupac Amaru, son service de presse nous a envoyé pas mal de photos, et on a pu faire un cahier photo qui a été relayé un peu, hein. Il y a eu des articles, il y a eu un grand article dans Ouest France récemment qui a repris des photos du cahier du livre, parce que elles en disent beaucoup. Alors, côté politique, parce qu'il faut penser à tout, il fallait s'assurer le soutien d'une personnalité emblématique de la lutte pour les droits humains en Argentine. Et donc, Adolfo Pérez Esquivel, le prix Nobel de la paix, a accepté, et qui est intervenu à plusieurs reprises pour dénoncer la détention abusive de Milagro Sala, a accepté de préfacer le livre, tout ça toujours grâce à Alicia. Et il fallait enfin, il nous a paru très important qu'une maison d'édition fasse une édition simultanée du livre en Argentine, publiée en même temps que l'édition française. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on a pu faire grâce à l'engagement des éditions Marea. Et le livre est sorti début décembre sous le titre Milagro. Voilà, donc moi je ne sais que dire, sinon de remercier Alicia de nous permettre ce nouveau geste de solidarité. Je vous conseille de lire le livre, d'en parler et de le faire circuler, parce que l'expérience nous montre que tous les gestes comptent, et notamment celui-ci. Merci. Merci beaucoup, Javier, à toi. Donc, le mouvement social. Juste dire que, avant justement, que ça a inauguré une période, le cas de Milagro a inauguré une période en fait de répression contre tous les mouvements, toutes les personnes qui défendent en fait les peuples autochtones en Amérique latine, en Argentine en particulier, mais aussi au Chili. Merci Christine. Oui, bon, comme vous voyez, l'Argentine traverse une situation très compliquée dans beaucoup d'aspects. Donc, ces phases-là, ce n'est pas qu'une question de négationnisme, ce n'est pas qu'une question de persécution politique. Il y a aussi une crise économique qui arrive, et c'est face à l'énorme quantité de licenciements qu'il y a dans le secteur privé comme public, les diverses réformes promues par le gouvernement et le niveau croissant des persécutions politiques, qu'on a commencé à voir beaucoup de mobilisations et de manifestations publiques. Donc il y a, comme le cas du mouvement de Milagro Sala, Tupac Amaru, il y a énormément des associations, des organisations sociales, des syndicats qui sont mobilisés maintenant en Argentine. Et la réponse à cette situation du gouvernement Macri, loin du dialogue promis lors de la campagne électorale, est une politique répressive qui souvent finit par être menée
hors de tout cadre légal. C'est depuis les premières actions répressives de Mauricio Macri que l'Assemblée des citoyens argentins en France mène une campagne active de dénonciation des attaques contre les droits à manifester et la criminalisation de la lutte sociale, dont le cas de Milagros Sala n'est que la pointe de l'iceberg. Là, je vais parler particulièrement d'un cas, c'est le cas de la répression lors des séances du Parlement du 14 et du 6 décembre, qui montre clairement la volonté du gouvernement de Mauricio Macri. Là, le 14 décembre dernier, le Parlement argentin a essayé de traiter la réforme du système de retraite proposée par Mauricio Macri. Celle-ci, fortement récessive et contraire aux propositions de campagne de Macri, prévoit entre autres l'extension de l'âge de retraite et modifie le calcul d'avoir des retraités afin de réduire les dépenses publiques en suivant les consignes de l'FMI. Là, il y a eu 2 séances, une première qui a échoué. La première séance, le 14 décembre, a échoué car les députés alliés à Macri, ils n'ont pas réussi à avoir les quorums qu'il fallait pour traiter le projet. Et puis que la séance a échoué justement parce que autour du Parlement, il y avait un niveau de répression qui montait. Et pourtant, le projet a été finalement adopté lors de la séance du 18 décembre. Là, il faut voir que, sous l'argument de garantir le fonctionnement du Parlement, la ministre de la Sécurité de la Nation, Patricia Bullrich, le 14 décembre, et puis après, le ministre de la Sécurité de la ville de Buenos Aires, Martín Ocampo, le 18, ils ont ordonné le déploiement d'une opération de répression disproportionnée dans laquelle des centaines de personnes ont été blessées, y compris des journalistes et des députés des partis de l'opposition. Un total de 121 personnes ont été arrêtées, dont des manifestants, des journalistes, des personnes qui travaillaient dans le secteur et même des SDF qui vivaient dans le quartier. Et presque tous ont été mis en cause pour intimidation publique, attentat et résistance à l'autorité, dommages et d'autres accusations similaires. Déjà le 13 décembre, un groupe d'organisations s'est mobilisé vers le Parlement pour installer une veille dans le but d'exprimer ce mécontentement face aux événements de la journée du 14 décembre. C'est déjà à cette occasion, c'est-à-dire la veille de la première séance, que les forces de l'ordre ont actué. Et déjà le soir du 13, les forces de sécurité sont intervenues pour évacuer les alentours du Parlement à coups de matraque. Et déjà le 13 décembre, il y a eu 3 députés, Victoria Donda, Juan Manuel Hus et Leonardo Grosso, qui ont été blessés par les forces de l'ordre. Juan Manuel Hus a eu une côte cassée, Leonardo Grosso a été attaqué par un chien de la police et Victoria Donda a souffert une entorse à la cheville. Le 14 décembre, déjà le matin, les forces de l'ordre ont créé un périmètre de près de 100 mètres autour du Parlement. Des gendarmes, des préfets, en Argentine, la préfecture navale et la force de sécurité qui s'occupe de la vigilance de la mer et des fleuves. Là, ils étaient au centre-ville en train de sécuriser le Parlement. Donc il y avait des gendarmes, la préfecture, des agents de police fédérale et des agents de police de la ville de Buenos Aires. Ils ont tous été mobilisés en créant une ambiance d'intimidation pour les manifestants, mais aussi pour les élus qui devaient traiter le projet dans le Parlement. Et là, je vais faire une description un peu détaillée parce que là, il y a certains aspects qui sont clés. Vers 13h, les manifestants ont commencé à arriver aux alentours du Parlement. Et là, il faut voir que déjà, à l'arrivée des premiers cortèges, la police a commencé à réprimer. La police n'a pas attendu aucune situation particulière pour déclencher la répression. Et les affrontements et les dégâts ne se sont survenus que plus tard. C'est là qu'on arrive à un point clé. La répression ayant commencé avant le début de la séance parlementaire, donc beaucoup de députés ont pu écouter
des tirs de balles et gaz lacrymogène depuis l'intérieur du Parlement. Il faut faire noter que dans le Parlement argentin, les murs de nombreux bureaux donnent directement sur la rue adjacente. Donc du coup, il est presque inévitable de ne pas respirer les gaz lacrymogènes depuis l'intérieur. Face à la brutalité de la répression, un groupe de députés de l'opposition sont sortis du Parlement vers 14 h pour demander aux officiers de la police et de la gendarmerie en charge de l'opération d'arrêter la répression. Face à cette action, le président de la Chambre des députés, Emilio Monzó, il est aussi sorti, a vérifié la situation et il est rentré dans l'enceinte en ordonnant à son retour de fermer les portes derrière lui. Et c'est là qu'il a laissé une dizaine de députés en dehors. Donc une dizaine de députés dont Máximo Kirchner, Daniel Filmus, Horacio Pietragala, Mayra Mendoza, Adriana Grana, Walter Santillán, Leonardo Grosso, Nicolás del Caño, entre d'autres, ont resté en dehors du Parlement. Les députés Mayra Mendoza et Horacio Pietragala ont été gazés à maintes reprises, à bout pourtant, pendant qu'ils s'affichaient sa carte de député. Donc du coup, chaque député a une carte qui leur permet d'entrer au Parlement à chaque fois qu'ils doivent traverser les contrôles policiers. Et là, il y a des photos que ils sont sur Internet, vous allez voir, il y a des photos, notamment une photo de Mayra Mendoza, où pendant qu'il affiche sa carte de député, il y a un policier qui le lance les gaz lacrymogènes sur le visage. Plus grave encore, le député Matías Rodríguez de la province de Tierra del Fuego a perdu connaissance après avoir été victime d'un coup de bouclier à la tête asséné par un gendarme. C'est-à-dire, les gendarmes qui étaient censés éviter l'occupation du Parlement, avec son bouclier, a donné des coups de bouclier sur la tête d'un député qui a perdu connaissance et qui finalement a été pris en charge dans un bar à côté. Je vais essayer de me dépêcher. Beaucoup de manifestants ont été blessés, mais aussi des journalistes. Là, je fais noter particulièrement le cas du photographe Paolo Piovano, qui a reçu 13 impacts de balles de cochon sur son corps. Mais ce n'était pas que lui, il y a eu plus d'une dizaine de journalistes qui ont été blessés. Et le lendemain, il y a eu plusieurs dénonces des associations et syndicats de journalistes par rapport à cette répression. Le 18 décembre, il y a eu la deuxième séance dans laquelle on a traité le projet, que finalement, après une ronde de négociations avec des gouverneurs pour trouver le soutien, les votes que les alliés de Macri manquaient, ils ont finalement approuvé le projet de loi. Le 18, il y a eu une répression qui était encore plus forte. Il y a eu 86 arrêtés pendant la journée, et aussi des journalistes. Donc du coup, il y a eu, entre les arrêtés, il y a eu aussi plusieurs journalistes qui ont été arrêtés et plus tard relâchés. Je veux souligner un point en particulier, c'est que l'argument sur lequel les fonctionnaires du gouvernement ont déployé toute cette opération, c'était un rapport des services de renseignement qui signalait l'existence d'une organisation qui avait prévu d'occuper le Parlement, une organisation de plus de 1200 personnes qui avait prévu d'occuper le Parlement pour empêcher le traitement du projet et finalement son approbation. Bien évidemment, au-delà des cortèges des syndicats et des associations, il n'y a pas eu aucune activité qui ressemblait à quelque chose d'organisé pour plus de 30-40 personnes. Donc du coup, loin d'une armée de 1200 personnes, il n'y a pas eu des activités organisées au-delà des cortèges qui sont normaux dans des manifestations comme celle-là. Donc du coup, ça c'est un point. Et puis,
les agents des forces de l'ordre étaient censés d'éviter l'occupation du Parlement. Pourtant, des camions, des policiers en moto ont déployé toute une opération dans un périmètre de plus d'1 kilomètre autour du Parlement, dans lequel ils ont arrêté des gens, et, comme je disais tout à l'heure, des manifestants, des gens qui n'avaient rien à voir avec la manifestation, même des SDF et des journalistes. Donc du coup, ça montre clairement que la volonté du gouvernement n'était pas d'empêcher l'occupation du Parlement, mais d'intimider à la population en général de se manifester. Et là, le dernier point, c'est ce type d'opération. La coordination de ce type d'opération se fait depuis un endroit qu'on l'appelle en Argentine Comando Unificado. C'est une salle gigantesque dans le bâtiment central de la police fédérale où il y a des écrans en 360 degrés depuis lesquels on peut voir tout ce qui se passe en ville. Il y a des caméras qui sont placées dans la rue, les caméras des chaînes de télévision, les caméras des agents des forces de sécurité, et des caméras des hélicoptères et des caméras des drones. Donc du coup, ils ont l'accès à voir absolument tout. Et puis il y a les communications de la police qui se font sur une fréquence encryptée. Donc du coup, ils avaient toute l'information concentrée dans un endroit en particulier. Pourtant, pendant que la police réprimait au-delà du périmètre qui les permettait d'éviter l'occupation du Congrès, pendant qu'ils s'arrêtaient des champs, pendant que c'était une chasse pour arrêter des champs, et pendant qu'on a vu tous ces excès, il n'y a pas eu une seule voix en venant du Comando Unificado pour dire arrêter la répression. Ce qui montre encore une fois que la volonté du gouvernement n'était pas d'éviter l'occupation du Parlement, mais d'intimider, de dissuader la population de se manifester. Finalement, la seule chose, c'est les nuits du 18 et 19, juste après l'approbation du projet de réforme, il y a eu des manifestations spontanées. Partout, pas que à Buenos Aires, mais dans la plupart des villes en Argentine, il y a eu des manifestations spontanées, des gens qui sont sortis à la rue à battre ces casseroles, qui est un symbole très important depuis la crise de 2001. Et, donc il y a eu des milliers de personnes qui se sont manifestées. Pourtant, là, personne ne les a entendus, il n'y a pas eu des agents des forces de sécurité, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés. Et merci beaucoup Geneviève, on peut continuer. Après, on continue. Merci beaucoup. De fait, ce que l'on constate est que dans le rapport qu'a préparé Amnesty International pour l'examen périodique universel en contribution justement à celui que fait par les différentes ONG, un des points, c'est les restrictions à la liberté d'expression et justement l'utilisation disproportionnée de la force contre les manifestations. Et de fait, il y a une utilisation excessive de la loi antiterroriste de 2011 qui déjà permet d'empêcher les manifestations et de nombre d'activités. Hein. On a vu d'ailleurs, et on en reviendra sur les peuples autochtones, que justement parmi les événements qui sont mis en place, c'est par exemple le fait de couper des routes, et bien dans le cadre de la loi antiterroriste, elle est utilisée pour criminaliser les peuples autochtones qui prennent ce genre d'action. Le deuxième point, c'est que la loi antiterroriste et les mesures de la loi antiterroriste hein, qui sont quand même très larges parce que elles ne s'attaquent pas simplement justement à la notion d'attentat terroriste comme on pourrait le voir, mais par exemple, limiter les manifestations ou l'expression, il y a la notion aussi de sédition, de non-respect de l'État, etc. Il y a le protocole d'intervention des forces de sécurité qui a été adopté en février 2016 ou 2002, en février 2016 par justement le ministère de la Sécurité, protocole justement qui permet d'avoir une utilisation excessive de la force et qui est contraire aux recommandations au niveau international. Et au-delà des mouvements sociaux, et on voit dans quel contexte aujourd'hui c'est utilisé, une des premières populations actuellement qui est la cible de ces
de ces mesures exceptionnelles et disproportionnées, ce sont les peuples autochtones. L'Argentine a ratifié la Convention 169 de l'OIT qui reconnaît les droits des peuples autochtones. Elle a également ratifié la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies. Par contre, ce que l'on voit, c'est que dans les faits, ces engagements internationaux sont que très peu respectés. En 2006, il y a eu la loi 26 160 qui devait permettre d'identifier, de délimiter les territoires occupés par les peuples autochtones afin justement de pouvoir leur réattribuer ces territoires. Néanmoins, déjà en 2012, c'est-à-dire lors de la présentation précédente d'un rapport auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on s'apercevait qu'à l'époque, il y avait à peu près 4% des terres qui avaient été répertoriées, c'est-à-dire pratiquement rien. Et l'année dernière, il a fallu prolonger cette loi parce que de toute façon, pratiquement, ce n'avait pas avancé. Ce qui fait qu'il y a encore des centaines de communautés aujourd'hui, et de fait juste une minorité, qui n'ont pas de reconnaissance justement de leur terre ancestrale. Au-delà de ça, il n'y a pas de loi aujourd'hui qui permette d'attribuer ou de promouvoir des titres de propriété pour ces terres. Ce qui fait que les peuples autochtones n'ont que des mesures judiciaires. Mais finalement, on s'aperçoit que les mesures qui sont prises et globalement, ces peuples, chaque fois qu'ils revendiquent leurs terres, eh bien, ils se retrouvent dans des situations, comme on l'a vu avec Milagrosa, c'est-à-dire de stigmatisation et de criminalisation. Cela s'inscrit également dans un contexte économique très important, à la fois en termes de déforestation, de projets miniers ou de projets pétroliers. Pour prendre la mesure de ce que cela représente, en 2000, il y avait 40 projets miniers en Argentine. En 2015, il y en avait 800. Or, la plupart de ces projets miniers sont sur les terres des peuples autochtones. Et un des projets justement emblématiques, c'est celui de Vaca Muerta, la vache morte, qui est un projet de 3 millions d'hectares, d'accord, qui lui a été il y a une dizaine d'années déjà, et qui empiétait sur les terres de 27 communautés, où bien sûr il y a eu de nombreux conflits, parce que, entre autres, l'État n'a jamais consulté les communautés qui étaient présentes, comme l'oblige finalement la Convention 169 de l'OIT, et il n'y a eu jamais de décision ni de concertation par rapport à cela. Et en ce qui concerne justement en Patagonie et là où il y a les terres des Mapuches, il y a la question des forages pétroliers et de l'utilisation du fracking. On dit comment on appelle le fracking? C'est l'extraction. Voilà, l'extraction pétrolière fracturation hydraulique. Voilà, par la fracturation hydraulique, qui est la grande tendance aujourd'hui en Argentine, fait peser une menace très très importante sur les terres de ces peuples autochtones. Deux cas emblématiques actuellement. Il y a déjà au niveau des Mapuches, et c'est celui de Santiago Maldonado. Il faut savoir que les conflits au niveau de la communauté Mapuche et de Cuchamen ne sont pas des conflits récents, puisqu'ils sont là aussi en lien avec leurs terres, et que déjà en janvier de l'année dernière, il y avait eu des affrontements assez importants où 200 membres de la gendarmerie étaient venus intervenir alors que ces Mapuches avaient bloqué les routes, et donc conformément, en lien avec la loi antiterroriste, la gendarmerie et la police locale étaient intervenues, et il y avait eu des plaintes assez importantes justement d'utilisation de la force, mais également de violence, y compris sur des enfants et sur des femmes, etc. Et finalement, quand le 1er août, il y a eu les événements tragiques qui ont conduit à la disparition de Santiago Maldonado, qui a été un cas qui a été reconnu au niveau international jusqu'à ce qu'on retrouve son corps noyé, on voit bien
toute la stratégie qui a été mise en place à la fois pour justifier le fait, et ça c'était un des points que les associations de défense des droits humains avaient soulevé, qu'on ne pouvait pas confier à la gendarmerie qui elle-même était intervenue lors des événements, le fait qu'elle recherche le corps qu'elle recherche, puisqu'on ne pouvait pas parler de corps, mais qu'elle recherche Santiago Maldonado qui était disparu, et que c'était totalement contraire au procédé qui aurait dû être utilisé. Bon, depuis le corps de Santiago Maldonado a été retrouvé, on pense qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. En ce qui concerne, par exemple, Amnesty International, nous considérons que l'État a une responsabilité, qu'il y ait eu disparition forcée ou pas, puisqu'il est très difficile aujourd'hui de savoir dans quel contexte la mort de Santiago est intervenue. En tout cas, l'État a une responsabilité dans l'utilisation disproportionnée de la force pendant cette intervention, dans le fait que tout n'a pas été mis en œuvre pour le retrouver et dans un contexte d'enquête indépendante et impartiale. Et ce qui nous inquiète et ce que reflète aussi beaucoup la situation actuelle, c'est que finalement le fait que le corps de Santiago a été retrouvé est utilisé aujourd'hui par les autorités pour accuser les associations qui se sont mobilisées dans ce cadre-là d'instrumentalisation du cas, voire de mensonges, alors que tout ce que les associations recherchaient, ce n'était que la vérité et que ce ne sont pas elles qui ont donné des fausses informations pendant toute cette période. Il y a également le cas de Raphaël Nahuel, et là encore, il est demandé que ce jeune Mapuche qui a été tué au mois de décembre, et là encore, il est demandé que toutes les enquêtes puissent permettre de faire toute la lumière. Mais au-delà des situations des Mapuches, je voudrais aussi rappeler le cas des Wichi dans le nord, là, donc beaucoup plus proche, notamment à Salta, où il y a un procès cette année et qui reflète aussi toute la situation de répression que subissent ces communautés aujourd'hui, parce qu'il y a une communauté qui s'était opposée à ce que justement on leur vole des terres, il faut dire les choses comme elles sont, et qu'elles soient entourées de barbelés pour qu'ils ne puissent pas y accéder, donc ils s'y étaient opposés. Ils ont été arrêtés, et ça illustre également la question de la justice. C'était dans la province de Salta, donc la province voisine de Jujuy, où ces personnes, même si on leur a désigné un avocat, elles n'y ont jamais eu accès, même par téléphone, c'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées confrontées à la justice complètement démunies, mais en plus de ça, elles ne parlaient que le Wichi, elles n'ont jamais eu d'interprète leur permettant même de comprendre quelle était la situation. Et donc on voit bien quelles sont les difficultés aujourd'hui des peuples autochtones, non seulement pour revendiquer leurs terres malgré le droit au niveau international et le droit argentin, mais aussi pour accéder à la justice, que ce soit pour leurs terres ou pour pouvoir les revendiquer. Donc, c'est le cas pour revenir à Milagro, on voit que son cas, et c'est ce qui rend son cas emblématique, que ce soit en termes de répression sociale, que ce soit en termes de stigmatisation, de criminalisation, que ce soit en termes de détournement de la justice et de non-accès au droit, c'est une situation qu'aujourd'hui on retrouve dans différents dossiers en Argentine, et c'est pour ça que nos associations ici réunies, au-delà de dénoncer la situation, au-delà de demander à ce que Milagro Sala puisse être libre, puisque c'est les décisions qui ont été prises au niveau de la Cour interaméricaine et au niveau du groupe de travail des Nations Unies. Nous demandons également bien sûr le respect des droits humains en Argentine, et nous interpellons également le président Macron, qui devrait recevoir le président Macri le 26 janvier lors de son passage à Paris, pour qu'il l'interpelle sur l'ensemble de ces dossiers qui pour nous sont extrêmement préoccupants et d'une très grande gravité. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, si vous le permettez, voilà, je vais vous donner la parole à la première question. Alors, bonjour, donc, moi je m'appelle Véronique Brocard, je travaille pour Ciné Mensuel. J'avais une petite
information, Alicia, ton livre en espagnol est très bien implanté dans les librairies argentines. Donc c'est déjà, j'ai pu le constater, je reviens de Buenos Aires il n'y a pas longtemps. Une question, deux questions juridiques. Un éclaircissement. Vous dites juges et procureurs ont été choisis donc par le pouvoir exécutif. C'est la décision du groupe sur la détention arbitraire. D'accord. Non, non, mais j'ai lu la citation. Oui, oui, j'ai bien compris. Je vois une torsion, en fait, peut-être que vous allez m'expliquer. Pourtant, les magistrats, certains magistrats ont pris des décisions à l'encontre la volonté de condamner Milagrosa, puisque les juges ont décidé que... Voilà. Donc, de quel magistrat il s'agit? Comment ça marche? Est-ce que c'est évidemment pas les mêmes? Donc, je voulais juste comprendre comment il peut y avoir des juges, d'après la citation, juges et procureurs choisis, et de l'autre côté, des magistrats qui ont quand même pu rendre des décisions compatibles avec la justice. Pour qu'une décision soit prise par un tribunal, surtout lorsqu'il y a une détention provisoire à justifier, il faut qu'il y ait tout un processus d'instruction. Et donc au sein de ce processus d'instruction, la séparation entre le rôle du procureur qui va rédiger un acte d'accusation et qui va ensuite confier cet acte d'accusation à un juge d'instruction. Donc là, on a une séparation entre procureur et magistrat. Et ensuite, on va avoir ce magistrat instructeur qui va clore l'instruction et l'envoyer devant un tribunal. Alors, je n'ai pas dit, et le groupe de travail n'a pas non plus dit, que l'intégralité de la justice provinciale, parce que jusqu'à présent il s'agit de la justice provinciale, était une justice aux ordres du gouverneur, ou aux ordres des grands intérêts économiques, ou aux ordres de qui vous voulez. Il y a eu néanmoins, lorsqu'on a affaire non plus à une seule personne, c'est-à-dire un seul procureur, ni à une collusion de plusieurs procureurs, parce que tout le monde se connaît, l'un est le beau-frère de l'autre, qui, etc. Lorsque l'on a une formation entière, avec à ce moment-là un procureur, un président et deux juges, on a un jugement qui effectivement ne peut... On a, disons, un tribunal, 3 personnes, qui effectivement, devant les arguments de la défense, ne peuvent pas faire autre chose que de constater les faits sont prescrits, ou bien vous n'avez pas fondé la contravention que vous reprochez, ou bien vous allez vous requérir, monsieur le procureur, une demande de condamnation qui n'est pas dans les compétences du tribunal. Donc on a eu quand même, lorsqu'on a une formation de plusieurs personnes, une décision correcte. Ça se passe au niveau de la formation. Voilà, absolument. La troisième chose, et puis je laisserai la parole, c'est j'ai été devant la maison prison, j'appelle ça la maison prison. El Carmen. Voilà. J'ai attendu mon tour devant les grilles qui sont nombreuses avec la police. Je n'ai pas pu voir Milagro, pourtant j'étais sur la liste, mais la question, j'étais avec une journaliste d'Arte également, on n'a pas pu la voir. C'était le surlendemain de son arrivée, le vendredi. La fille d'Arte a pu aller dans la maison, mais elle a filmé, mais elle n'a pas pu s'en servir. Mais le lendemain, c'était... voilà. La question que je voulais... les informations que je voulais avoir, est-ce que vous connaissez les conditions à la sortie mise pour que Milagrosa sorte de prison pour aller dans cette prison maison? Est-ce que vous les connaissez? Par exemple, les conditions. Bon, d'abord, il y a une loi selon laquelle en Argentine, 2 ans de détention provisoire conduisent obligatoirement à une mise en liberté. Donc, il y a eu la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il y a eu la décision de la Cour suprême argentine, et donc là, effectivement, la justice a été acculée, il fallait faire quelque chose. Donc, normalement, elle a dû être renvoyée à son domicile. Non, elle a été envoyée, comme j'ai dit, dans une néo-prison. Oui, ça, c'est le fondement juridique. Donc, qu'est-ce que vous entendez par condition? Oui, mais ça, c'est le fondement juridique, ça, j'ai bien compris. La question, c'est par exemple, est-ce qu'il y a une annexe qui l'interdit de rencontrer du journaliste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit qu'elle n'a pas le droit de parler voilà. Ça, il faudrait interroger Alice, il y a peut-être plus précisément pour ça. Mais non, mais c'est la question, est-ce que vous connaissez? Non, moi je ne connais pas, mais je suis presque certaine qu'il n'y en a pas, parce que c'est impossible d'écrire ce genre de choses. On peut le faire dans les faits en disant, ah ben madame, l'heure des visites est dépassée, ou bien madame, vous ne figurez pas sur la liste, ou je ne sais pas quoi, mais
un pouvoir qui se veut démocratique et qui est toujours légal ne va jamais vous écrire. Enfin, on connaît en France des conditions de libération avec des conditions de ne pas parler à la presse, par exemple. Bon, ça, si. Oui. Voilà. Non, mais là, en l'occurrence, Autant que je sache, il n'y en a pas. Il y en a Je pense pas. que Alicia n'en a pas connu. C'est-à-dire que je l'ai vu dans la prison. Et on là, l'a pas il y vu. avait les droits, si on était sur la liste des visites, il y avait 2 groupes, petits, mais 3 fois par semaine, donc je l'ai vu tout le temps. Mais les conditions dans la maison-prison sont différentes. Ça, je ne l'ai pas vu parce que je l'ai vu dans la prison, mais ce que je vois d'après ses propres déclarations dans les journaux, parce qu'elle parle, c'est qu'elle peut voir son mari et ses enfants, et très rarement d'autres visiteurs. C'est-à-dire qu'elle est mieux parce qu'elle est dans une supposée maison, mais elle ne peut pas avoir la quantité de visites qu'elle avait quand elle était en prison. Donc elle avait plus de visites en prison. Et bien voilà. Mais en fait, c'est toute la difficulté parce que effectivement, souvent on a l'impression, parce que les gens sortent de prison et qu'ils vont être, soi-disant, à domicile, que ça y est, ils sont libres. Le problème, c'est que ce sont des détentions qui sont toujours privatives de liberté, et en l'occurrence, ce qui est contraire justement aux décisions qui ont été prises, que ce soit au niveau de la Cour interaméricaine ou que ce soit au niveau de l'ONU. Parce que la détention provisoire auquel fait référence l'État argentin n'est pas c'est une détention qui théoriquement est en cas soit où la personne pourrait contribuer à cacher des éléments ou avoir des complicités, etc., soit à se soustraire à la justice. Or, on sait très bien que depuis le temps où elle est incarcérée, c'est pas comme ça qu'ils vont faire disparaître des éléments. Et d'autre part, d'ailleurs, la Cour a bien précisé que si vraiment il y avait des raisons pour lesquelles elle devait être en détention préventive, eh bien, il faudrait que ce soit dans un contexte, par exemple, avec un bracelet électronique, ou que ce soit qu'on lui enlève son passeport, mais sûrement pas dans les conditions aujourd'hui où elle est détenue. Donc, de toute façon, toutes les restrictions qui lui sont imposées aujourd'hui, ce sont des restrictions qui sont arbitraires et contraires au droit. Alors après, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent comme restriction. En fait, de toute façon, quelque part, ils sont déjà dans l'illégalité, entre guillemets. Donc, à partir de là, ils peuvent dire on arrête à telle heure, etc. Et on voit bien d'ailleurs que c'est une forme aussi de poursuivre le harcèlement à son encontre, c'est aussi de dissuader les gens aussi de la rencontrer, etc. Donc c'est tout un système, pour l'isoler. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la Cour interaméricaine a reconnu et a déclaré que ces conditions de détention, donc y compris les modalités et pas simplement le lieu, c'est ce qui mettait en danger son intégrité psychique et physique, puisque son état de santé se détériorait très rapidement, et qu'il disait qu'il fallait vraiment qu'elle retrouve justement, qu'elle soit à nouveau avec sa famille, parce que ça lui serait très bénéfique. Donc tout ça, c'est dans le rendu de la Cour interaméricaine. Oui, et puis l'interview qu'ils lui font à Milagro del Carmen, qu'on a traduit, elle parle de ça justement. Enfin, elle parle du fait qu'ils ont fait des conditions spéciales pour elle, mais bon, qui viennent finalement de Morales, que c'est pas du tout des conditions ni pour les tortionnaires, enfin les domiciliaires, c'est pas comme ça en Argentine. Donc il y a des conditions particulières justement pour la mettre dans une situation de danger finalement, pour continuer finalement l'incarcération par d'autres moyens. Et c'est ce qu'elle dénonce dans cette interview qu'elle fait depuis El Carmen. Donc, et d'ailleurs, si je puis me permettre de dire, c'est que effectivement, quand la Cour revient et demande à ce qu'elle soit libérée, elle dit bien que le contexte en général, les mesures qui lui sont appliquées, le fait qu'elle soit justement femme autochtone, leader social, reconnue comme une opposante au gouverneur de Jujuy, et tout ce contexte fait que, eh bien, quelque part, la Cour reconnaît que ça confirme finalement les allégations de la partie de ceux qui la soutiennent, comme quoi elle fait l'objet de mesures de criminalisation et de stigmatisation à cause de tout cela. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, y compris de la Cour, que ces abus qui sont perpétrés confirment finalement les plaintes
qui sont présentés devant la Cour. Là, juste une question par rapport à ça. Là, il faut voir qu'on parle d'un gouvernement dont les présidents, la semaine après avoir commencé son mandat, il a essayé de nommer par décret 2 juges de la Cour suprême de la Nation. Donc, après ça, son allié Gerardo Morales, le gouverneur de la province de Jujuy, suit l'exemple du gouvernement national. Donc là, on parle vraiment des gens qui sont au-delà de la Constitution argentine. C'est ça ce que nous sommes en train de dénoncer. Monsieur, parce que sinon... faire une précision, parce qu'on parle toujours de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais n'oublions pas que la Cour suprême argentine, la Cour du pays concerné, a dit qu'il fallait exécuter la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc on assiste à une rébellion de la justice provinciale contre la justice fédérale. Et de par là, beaucoup de magistrats reconnus à Buenos Aires et en Argentine estimés dénoncent un affaiblissement de la justice en Argentine. Il y avait une décision de la Cour interaméricaine qui avait comme date limite le 15 décembre. Qui était, bon, soit vous faites un procès, soit vous la libérez, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Moi, j'ai perdu disons, je suis les nouvelles journalistiques, etc., mais j'ai perdu le fil de la... Ce qui a été demandé après ça, c'est que d'abord, elle était déjà à ce moment-là assignée à résidence, à une fausse résidence, elle était dans sa prison d'El Carmen, donc elle n'était plus officiellement, administrativement incarcérée. Et ensuite, la justice a demandé une année de plus pour pouvoir effectivement enquêter. Donc à l'heure actuelle, on est dans cette phase où elle est libre, judiciairement parlant, elle est libre, elle ne l'est pas dans les faits, et où on a une justice qui demande 1 an de plus et qui va continuer à enquêter. Et puis après ça, je veux dire, ils ont beaucoup d'imagination, il faudra quand même à un moment se rendre un peu à l'évidence qu'il n'y a strictement rien qui puisse être retenu contre elle. Et à ce moment-là, il faudra qu'il y ait une libération effective. Mais pour l'instant, on est dans ce temps judiciaire. Mais il y a eu des allées et des venues. C'est-à-dire qu'après le 15 décembre, on l'a fait incarcérer de nouveau dans cette maison qui était en ruine, où il n'y avait pas d'eau, d'électricité, etc. Les Tupaqueros sont réaménagés. Elle est restée quelques jours et puis elle est revenue en prison, mais là, quelques jours, de nouveau, sans aucune explication. Et là, quand elle est revenue en prison, elle était isolée avec son groupe de Tupaqueras, avec les militants de son association Tupac Amaru, et elle n'était plus comme avant, quand je l'ai vue, avec les prisonniers des droits communs. Donc elle était isolée. Et puis, rebelote, on l'envoie de nouveau dans la maison d'El Carmen de la Ciénaga, et sans aucune explication non plus. C'est-à-dire que oui, ils ont beaucoup d'imagination et ils font fi de l'opinion publique internationale, absolument, et des ordres de la Commission interaméricaine. Donc, qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Je ne sais pas, mais personnellement, j'avais très peur pour sa vie quand elle était en prison, parce que les Tupaqueras me disaient qu'elle était dans une cellule assez isolée des autres, et ceux qui pouvaient arriver le soir, ils ne pouvaient pas entendre, parce qu'il y avait des cris de toute manière, tous les soirs, parce qu'on bat quelqu'un tous les soirs. Mais, et qu'on offrait de l'argent aux gardiennes pour la tuer. Qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Personnellement, je pense qu'elle est plus en danger dans cette maison où il n'y a qu'elle avec son mari, son vieux mari, et la gendarmerie à l'intérieur aussi, parce qu'elle a des caméras de surveillance à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Je voulais poser une question. D'un élément qui n'a pas été cité, avec tous les éléments pour lesquels elle a été arbitrairement emprisonnée, c'est qu'elle était aussi élue député par la Source. Et je pense qu'il faut quand même le mentionner, même s'il n'a pas... Je pense que le fait qu'elle n'a pas accédé au fait à son poste,
est-ce que c'est toujours valable d'emprisonner quelqu'un, même s'il a été élu au Parlement? Quels sont les arguments pour lesquels elle a été quand même L'immunité commence en droit argentin à partir de l'élection. Donc effectivement, elle jouissait d'une immunité. Cette immunité, à un moment ou à un autre, a été levée par un procureur. Alors l'immunité parlementaire ne peut être levée que par un magistrat. Quand je parlais de la confusion, je faisais entre autres allusion à cela. Donc effectivement, qu'elle soit par la sourde, pas par la sourde, tout ce qu'on veut, ça n'a absolument pas, compte tenu d'ailleurs de tout ce qu'on voit, comment est-ce que cela aurait pu intimider le pouvoir en place. Et d'ailleurs, il y a une déclaration de Morales a dit « Je la voy a liberar ». No la voy a liberar. No la voy a liberar. Voilà. Donc une substitution évidente du pouvoir politique exécutif au pouvoir de la justice. Quels sont les moyens qu'a la Cour interaméricaine pour forcer, disons, au gouvernement argentin de sa décision? Attention, ne nous concentrons plus, je voudrais dire quelque part, sur cette décision de la Cour interaméricaine. Il y a une décision de, quand on parle de moyens, de la Cour suprême argentine, donc c'est elle qui devrait donner les moyens pour faire respecter la décision de la Cour interaméricaine. Donc la justice fédérale argentine devrait maintenant contraindre, dans le cadre constitutionnel argentin, devrait contraindre la justice provinciale à effectivement libérer pleinement... Et elle peut le faire? Absolument. Oui. Pardon, mais puisque c'est justice fédérale, en ce moment, elle est en train de mettre en prison plein de oppositeurs. Ce n'est pas cette justice-là qui va demander au gouverneur de Jujuy, libérez-la, puisque ça ne tient pas lieu de justice. C'est évident qu'autant pour Milagro Sala que pour beaucoup d'autres compagnons, les emprisonnements, ils sont politiques. Et qu'à partir du moment où c'est un emprisonnement politique, leur libération, ça va jouer avec un rapport de force. Ça ne sera pas tout simplement avec un bon manuel de constitution ou de la justice tel que vous nous le présentez. Étant donné que ça, c'était une catastrophe du début à la fin. C'était un jeu d'enfant tout simplement pour impressionner une femme. Et comme ça, à beaucoup d'autres actuellement. Quand on parle des rapports de force, j'aimerais poser deux questions. Une, c'est plutôt Alicia. Que c'est qu'il est dans ces rapports de force, étant donné que Milagro a beaucoup travaillé en Jujuy pour les plus pauvres, pour leur dignité, qu'est-ce qu'ils font? Et la deuxième, j'aimerais savoir... Qui ça? Les pauvres. Il faut lire le livre d'Alicia. Là, on fait la promotion. Je l'ai déjà, mais c'est ma femme qui l'a lu aussi. Et la deuxième, c'est à vous, Madame d'Amnesty. C'est, d'après votre expérience, puisque vous allez présenter ça au président français, M. Macron, quelle est leur réaction? Est-ce qu'il aimait sous le coude, il aimait comme priorité numéro 36, ou réellement c'est un sujet qui se discute d'État à État? Les gens ont peur. Et Milagro elle-même m'a dit de la manière la plus claire, quand je lui ai dit pourquoi tu ne dénonces pas les mauvais traitements, les coups, les privations d'intimité, etc. la nuit, elle m'a dit ben, par peur, j'ai peur, de la manière la plus simple, comme si j'étais idiote, mais par peur. Bon. Les gens ont peur. J'ai vu une petite manif dans la place centrale de Jujuy où il y avait 15 personnes. Pourquoi les gens ne sont pas là? Mais on me l'a expliqué. Ils sont là, ils attendent, mais ils ne trouvent pas de travail s'ils ne disent pas qu'ils ne sont plus avec Milagro. La presse à Jujuy n'a pas de publicité s'ils ne disent pas des horreurs de Milagro Sala. C'est vraiment un régime de terreur, les gens ont tout simplement peur, c'est pour ça qu'ils ne sortent pas. Quelle était la deuxième question? L'affaire de las bombachas. Cette affaire-là est attendrissante parce qu'elle prouve le degré de pauvreté extrême des protagonistes. J'ai interviewé, ça s'appelle Maria Molina, la première tupaquera que j'ai interviewée, et c'est la protagoniste de l'affaire des bombachas. Des culottes, oui. Des petites culottes. Petites culottes. C'est elle qui m'a raconté comment Milagro avait commencé avec le verre de lait, avec des gens qu'elle a, des bidonvilles. Maria Molina, celle des petites culottes, vit dans un bidonville dans Jujuy. Elle me dit, mais il y a un escalier qui sépare
la ville des gens importants, et puis nous sommes derrière l'escalier, donc c'est notre pays. Et dans cet autre pays, on est extrêmement pauvre. C'est Maria qui m'a raconté comment ils ont commencé avec le verre de lait, et une femme a apporté une poignée de farine pour pouvoir faire quelques pizzas pour les vendre. Donc, et la bombacha, c'est les petites culottes. Et vous imaginez ce que c'est qu'on vole des petites culottes usagées, des vieilles culottes pour les vendre dans un marché. On est en train de parler des gens d'une extrême pauvreté, et c'était ça le peuple de Milagro, pas les travailleurs salariés qui existent pratiquement plus, mais des marginaux, des jeunes drogués, des bidonvilles qu'elle a tirés de la drogue, des femmes battues, des mères de 12 ans. Bon, c'est ça le peuple de Milagro. Concernant la question, pourquoi signaler personne ne peut dire ce que le président Macron dira ou ne dira pas à M. Macri, ni quels vont être les sujets de leur discussion. La seule question, c'est... votre expérience, là. Oui, donc en plus, M. Macron, à plusieurs reprises, dit qu'il disait les choses plutôt en privé que plutôt donner des leçons en public. Donc voilà, donc on ne peut pas dire ce qui sera dit. On ne peut pas savoir ce qui sera dit ou ne sera pas dit. Ce qui est certain, c'est que si on ne le demande pas, si on ne dit pas ce qu'il y en est aujourd'hui en Argentine, si on n'alerte pas sur la situation, rien ne sera dit. Et là, on a une certitude. Donc, pour nous, ce qui est important tout de même, c'est de pouvoir de dire quelle est la situation, parce qu'au-delà de la rencontre qu'il peut y avoir entre M. Macron et M. Macri, il y a également tout ce qui peut se passer dans les enceintes internationales. Et puis surtout, je le disais, il y a la question derrière, il y a la question des peuples autochtones. On sait que quand on parle aujourd'hui des questions minières, des questions de la terre en Argentine, il peut y avoir aussi des questions par rapport à des entreprises françaises. Et pour nous, c'est extrêmement important de rappeler que l'Argentine est un pays de droit, d'accord, et que donc il faut pas seulement que les Argentins respectent le droit, mais aussi, si par exemple il y a des entreprises françaises ou autres, que les peuples autochtones ont des droits, qu'il y a, voilà, et que ça doit être respecté, et donc ça fait partie des actions que l'on peut mener pour justement attirer l'attention à ce niveau. Je vois la dernière question. Lors de la venue de M. Macri ici en France, justement, qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé aujourd'hui de Milagro Salas? Et par ailleurs, vu que la France a été au centre de la COP 21 et des questions climatiques et de la Terre, quel est éventuellement l'argument que vous pouvez aussi amener en ce qui concerne une libération, voire une venue en France de Milagro? C'est pas tant en relation avec la COP 21, etc. Il y a un droit, d'accord, depuis octobre 2016 et avec la décision du groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations Unies, il est demandé à ce qu'elles soient libérées. Donc ce que l'on demande, c'est pas chercher des... L'argumentaire pour nous, il est très simple. C'est le respect des décisions des organes internationaux, c'est le respect de la décision de la Cour suprême argentine. Point. À la limite, on n'a pas besoin de rentrer dans plus d'argumentation que cela. Normalement, les décisions des organes internationaux et les décisions de justice doivent s'appliquer. Voilà. Et c'est ce que nous demandons. C'est le respect de l'état de droit, c'est le respect des engagements internationaux. Voilà. C'est la base de nos revendications en la matière. En tout cas, même si c'est bref, les commentaires par écrit qu'on peut faire à Macron, il faut qu'il sache qu'il s'agit d'une femme, et qui est une femme des peuples originaires, et qui est une grande battante sociale, qui a résolu des problèmes globaux dans le lieu où elle habite. Donc, dans un contexte où les mobilisations sont presque quotidiennes en Argentine, dans tous les pays, et le fait qu'il y a eu de disparitions forcées, c'est-à-dire des choses qui nous rappellent le temps de la dictature. La descente
des sources de travaux. C'est-à-dire, on a, dans les médias, par exemple, la Radio Nationale, on a exclu tout le personnel de cette radio. C'est-à-dire, c'est dans ce climat-là qui s'insère la Cour internationale latino-américaine, etc. Bon, mais oui, il faudrait dire à M. Macron que la situation est désespérante, que l'Argentine a eu toujours, historiquement, des liens privilégiés avec la France et que dans ce contexte, il y a une demande internationale qui a été faite et que le gouvernement, M. Macri s'en fout royalement. Oui. En fait, merci de nous rappeler cela, mais c'est vrai que, bien évidemment, c'est pas juste le fait de l'interpeller, c'est pas juste par rapport au cas. De toute façon, c'est vrai que c'est la situation des droits humains, c'est le fait que les dernières lois empêchent justement, restreignent considérablement la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté de revendiquer ses droits. Et il y a un point effectivement très important par rapport à l'Argentine, et on le voit bien à chaque fois que la France veut promouvoir des positions, des conventions, des déclarations au niveau des Nations Unies, un des premiers États qu'elle va chercher, c'est l'Argentine. D'accord ? Soyons très clairs, on l'a vu, ne serait-ce que déjà, bien sûr, sur la Convention sur les disparitions forcées, et ce qui était tout à fait légitime. On voit aujourd'hui ce qui se passe, mais aussi sur la déclaration des peuples autochtones, on l'a vu aussi sur les questions LGBT, etc. On voit bien que la France, l'Argentine fait partie, au même titre d'ailleurs que le Mexique, d'accord, de ces États qui, ces 15 dernières années, étaient à la pointe dans les instances au niveau international pour la promotion des droits humains, pour l'élaboration de nouvelles conventions, etc. Or, on s'aperçoit que le décalage entre ce qui se passe au niveau international, parce que l'Argentine est reconnue pour ça quand même, hein, et beaucoup de gouvernements et dans beaucoup de pays, on a une image très élevée de l'Argentine par rapport à ça, et ça rejoint justement cette notion de quelle est l'image que l'Argentine donne à l'extérieur. Et au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a le discours à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est différent, il faut le rappeler. Et une des préoccupations, et je le disais justement, y compris par rapport au cas de Santiago Maldonado, et qui doit nous amener justement à une mobilisation importante, et au fait qu'on ne doit pas se dire, finalement, c'est quelques cas. C'est que tous ces cas sont utilisés aujourd'hui pour stigmatiser la société civile, les journalistes, mais aussi les associations, etc., que c'est utilisé pour criminaliser aussi toutes ces associations. Et on le voit bien à chacun de ces cas, c'est de dire, vous voyez, ils sont en train d'utiliser idées nature, et on assiste à une polarisation qui est extrêmement dangereuse, parce que c'est vrai que les droits ne peuvent pas être respectés dans un contexte où les associations, les journalistes, les avocats, tous ceux qui font leur travail ne sont pas respectés, mais au contraire sont pointés comme des menteurs, des criminels ou autres. Donc là, ça ira plus. Il n'y a pas que le cas de Milagro qu'il faut mettre. C'est un cas emblématique, mais c'est toute la situation qui doit nous préoccuper. Et je prends la dernière question et j'arrêterai là. J'ai plus une question, je voulais rappeler que demain, voilà, très bien. On fera une manifestation sur l'esplanade des droits de l'homme. La première manifestation, on l'avait faite au tout début de son arrestation, et on a continué à faire toutes sortes d'actions à partir de la CAF, l'Assemblée des citoyens argentins en France. Donc on vous appelle vivement à venir si vous pouvez, ou à relayer l'information. Demain, donc, à 19h, au Barbie de droits de l'homme pour encore exiger la libération de Milagro Sala. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'affronter cette tempête.